Et bonsoir à tous, c'est les sondiers, c'est maintenant, applaudissements, voilà, c'est beau. J'espère que vous allez bien devant vos écrans ébahis. Nous ne sommes pas au NAM, vous n'êtes pas au NAM, il n'y a pas de NAM, mais c'est pas grave, c'est les sondiers quand même, on va sans doute parler un peu de NAM. Et pour le faire, ce soir, je crois qu'il y a Blast avec moi. Bonsoir Blast! Bonsoir! Oui! Je me lasse pas. Tu es un écran noir. Ça fait... Oui, c'est là. Je crois que j'ai cliqué sur le bon bouton. Oui. Je ne me lasse pas de ce générique. Ça fait 8 ans qu'on le pratique et je m'en lasse pas. Ah bah écoute, c'est cool. Pourtant, t'es pas un mec de musique électronique d'habitude, t'aimes pas trop le... J'aime bien ce générique. Je trouve qu'il colle bien avec notre personnalité. Exactement. Ouais, parfait. Je t'applaudis. Merci pour le générique. Tu n'es pas tout seul ce soir, mon cher Blast. Comme d'habitude, tous les lundis, nous avons d'autres personnes. Nous avons Asmot! Asmot, es-tu là? Il est pas là. Bonsoir. Ah. J'adore. J'adore l'enthousiasme avec lequel t'arrives. Quelles sont les nouvelles de Londres et du lockdown et de... T'as plus ton costume de Chewbacca? C'est ta fiche Google sur ton écran au lieu de nous voir nos têtes. Ouais. Non, c'est toi. C'est moi. Je vois la même chose. Hein. Je vois la même chose. Non, écoute, non, bah, rien de spécial, toujours confiné, évidemment. Ouais. Mais bon, bah écoute, j'essaie d'en profiter pour faire un peu de musique. Donc voilà. Ouais. Bah, j'essaie de faire ça, quoi. Hein. Ouais. Peut-être que je vais craquer et que je vais acheter du matos. Peut-être que je vais acheter un ampli de guitare. Je sais pas trop encore. On va voir. Tu sais pas encore? Un Vox, par exemple? Bah non, j'ai déjà un Vox. Je pense plutôt m'orienter sur un Marshall ou peut-être un Fender. On va voir. Ok, d'accord. Bah, je t'applaudis quand même, allez. Et tu n'es pas seul. Sache-le, tu n'es pas seul. Car ce soir, pour t'accompagner, nous avons également l'inénarrable Jay qui est de retour. Salut Jay! Salut! Ouais! Ouais, bravo, bonsoir. Salut. Voilà. Et ben quoi de neuf également de ton côté à Bezac? Pas grand-chose. Beaucoup de repos en ce moment. Ouais. Donc pas trop de musique. Moi, je suis un peu à plat. T'es un peu à plat. J'ai besoin un peu de me recharger. D'accord. Bah ok, bah voilà. Écoute, viens te recharger dans les sondiers, c'est toujours agréable, tu vois, on passe un bon moment ensemble. C'est lundi, vous avez probablement passé une journée assez pourrie parce que forcément c'est lundi. Donc là ce soir on va parler audio numérique, technique du son comme d'habitude. Vous pouvez interagir avec nous si vous voulez via le hashtag AskSondier ou directement sur le Discord dont vous trouverez l'invitation dans la description soit de la vidéo YouTube, soit dans le podcast. Si vous nous écoutez en podcast, il y a un petit lien d'invitation, vous cliquez dessus et ça vous amène directement sur notre Discord. Ce soir, vous êtes super plein parce que quand je regarde le streaming en direct, vous êtes plus de 150 personnes à nous suivre sur YouTube et vous êtes, je sais même pas combien sur le Discord, mais approximativement pareil, je crois. Il n'y a personne. Non, il n'y a personne sur le Discord. C'est vide. On nous dit que ça lag. Hein, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Ça lag un peu, ouais, j'ai l'impression. Moi, je vois que ça lag de ouf. Et je sais pas pourquoi, mais voilà. Si ça lag grave, ça va être très compliqué. Alors, le générique est de qui, me pose-t-on la question? Bah, il est de nous, voilà. Et de moi en particulier. Merci. Mais de toi, en fait. Un peu tout seul, quoi. Ouais. Bon, est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est moi le problème? J'en sais rien. C'est possible que ce soit moi le problème. J'ai rebooté la box tout à l'heure. Et il n'y a rien à faire. Je vous propose pas qu'on passe sur Twitch parce que ça va être assez misérable si on fait ça et on va perdre du monde à l'allumage. Donc je propose qu'on continue comme ça pour l'instant et puis qu'on voit si ça s'améliore. Fermez les yeux et puis écoutez nos voix. Ça ne lag pas. Voilà. Donc j'espère que... Enfin moi j'en vois plein de données, donc je ne sais pas si YouTube ne reçoit pas tout ou quoi, c'est assez bizarre. Mais j'ai pas réglé SFR, me demande Xavier Bûcher, non.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour nos chers spectateurs et nos chers abonnés qui sont abonnés à la chaîne YouTube? C'est quand même vous parler de Believe in Music, puisque c'est l'édition virtuelle du NAMM. Vous savez que chaque année, il y a ce salon qui s'appelle le NAMM, dans lequel, en général, on va depuis maintenant plusieurs années. Et donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on se déplace et on fait des interviews, il y a plein d'exposants, on parle de matos. Le soir, on fait un débrief et puis de temps en temps, on mange des burgers, quoi. C'est un peu ça le principe. Cette année, on n'aura évidemment pas tout ça pour les raisons évidentes que vous savez, puisqu'on ne peut pas se déplacer. Néanmoins, il y a quand même un NAMM virtuel qui s'appelle Believe in Music et au travers duquel, dans le site NAMM, il y a des interviews virtuelles qui... Alors nous, on ne prend pas part à ça, a priori, mais en tout cas, il y a quand même des news, donc on va vous en parler. La première news dont je veux vous parler ce soir, c'est un truc... En fait, je vais faire un triplé Korg. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Korg, ils sont on fire là, aujourd'hui, et ils ont décidé de faire 60 Korg, millions de communiqués de presse d'un seul coup, là, c'est Korg, assez cet mortel. après-midi, cet après-midi, c'était l'après-midi communiqué de presse Korg. On a tous reçu Exactement. des flopées de communiqués de presse. Exactement, c'était assez pourri. Ouais. Non, mais c'est vrai, les communiqués de presse sont assez... je dis pourris, Ouais. ils sont pas pourris, mais C'est succinct, quoi. c'est succinct, et puis ouais. c'est un peu, dated, comme on dit. Voilà. C'est présenté comme dans les années 90. Imaginez-vous un site web des années 90, bah voilà, ça ressemble à ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme news de la part de Korg? Il y a 3 trucs donc, qui ont été annoncés. Il y a le premier truc qui a été annoncé, c'est cette chose. On continue toujours à nous dire que ça mouline à mort, ça lag à mort, ça coupe. Ouais. Apparemment, c'est... Je pense qu'il y a un problème chez Cata-cata. YouTube, parce que moi j'en vois, je suis Ça vert. coupe encore en 480. Ça coupe encore en 480. Ouais, je sais pas, je suis vert. J'envoie 5 mégas dans vos faces. Voilà, ça. Et c'est vert, quoi. Il n'y a pas de problème. Ouais, donc du coup, il y en a qui partent, qui vont Et aller puis, en comme vous rediff. pouvez voir, on se parle entre nous en vidéoconférence, en Full HD. Ça se passe très bien. Donc, je pense que notre ami YouTube a un petit souci. Donc, il est possible qu'on switch sur Twitch, alors peut-être. Qu'est-ce que vous en dites? On va poser la question. Est-ce que vous voulez qu'on switch sur Twitch pour ceux qui nous entendent? A few moments later. Madame, monsieur, bonjour. 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 Hein? Non, parce que là, c'était quand même assez problématique sur YouTube, là. Allez. Nous revoilà. Ça y est. Sauf qu'on est sur Twitch. Donc c'est un peu différent. Voilà. Désolé pour cet intermède musical. Je m'applaudis. Intermède musical qui n'était pas musical. Rebonjour à tous. Vous revoici tous ici sur Twitch. Alors, il y a eu un méga gros lag sur YouTube qui a fait que ça marchait pas du tout. Et quand on a arrêté de streamer, vous avez commencé à nous dire ça y est, ça marche. Sauf que ça faisait, sauf que ça faisait 3 minutes qu'on était parti, quoi. donc voilà. Donc là, maintenant, on est OK. Donc j'espère que ça va bien se passer et que vous allez pouvoir nous suivre. On va pouvoir faire cette émission, non d'une pipe. C'est pas possible. J'avais Voilà. perdu le chat. Donc le chat est là sur Twitch. Ok, je reprends. J'étais en train de parler du NAMM, de Believe in Music, de cet événement auquel on participe assez régulièrement et qui est vraiment très très cool, qui s'appelle donc le NAMM, mais qui n'a pas lieu cette année, malheureusement. Et donc pour ça, là, on est obligé de le faire en virtuel, malheureusement. Et donc Believe in Music, ça consiste en quoi? C'est une plateforme virtuelle par laquelle on peut communiquer avec les vendeurs, on peut voir les annonces, on peut visiter virtuellement les stands, etc. Mais on va pas faire ça. Et c'est ouvert à tous, normalement. C'est ouvert à tous, ouais, c'est assez open. Donc si ça, vous avez c'est envie nouveau de... par rapport à ceux qui ne pouvaient pas assister au NAMM d'habitude. Exactement, et c'est très cool. Parce que du Et coup, ça, on peut c'est y plutôt cool. Ouais. Donc vous allez sur le site du NAMM, vous allez trouver un lien sur Believe in Music et puis vous pouvez aller checker tout ça. Mais ce soir, c'était pas de ça dont je voulais vous parler. Ce soir, c'était de la triplette de news de Korg avec leur communiqué de presse des années 90, qui était assez intéressant au niveau du contenu, mais au niveau de la forme, c'était assez bizarre. C'est cette chose-là. Je sais pas si vous avez suivi. Première annonce, le Modwave de Korg. C'est Voilà. beau. Donc c'est beau, c'est donc un synthétiseur, sans rire, un synthétiseur. Synthétiseur avec lequel, a priori, on va pouvoir
faire de la wavetable, c'est-à-dire de la table d'onde. Alors en quoi ça consiste? Monstre de synthèse avec des timbres uniques de table d'onde, Chaos Physics, qui est un nouveau truc, et le Motion Sequencing 2.0, ça pour rappel c'est ce qu'il y avait dans le WaveState. Et donc voilà, il nous rappelle qu'en 85, on avait le DW8000 de Korg qui combinait les tables d'onde, blablabla. Écoutez, on va l'écouter, ça sera mieux, hein, ça sera mieux. Alors quelle tête ça a? Ça a cette tête-là, avec un espèce de trackpad ici, un Chaos Pad. Y a pas d'autres trucs à écouter? Ouais, quand même. Oula. Donc on repart sur le châssis du WaveState et de l'OP6. Hein, ça doit être une plateforme qu'ils ont conçue, je pense, pour faire plusieurs synthétiseurs de ce type-là. On va retrouver à peu près la même disposition de boutons que sur le WaveState, hein, d'ailleurs. Vous voyez, avec le petit écran au milieu, les 4 boutons, sauf qu'au lieu d'être blancs, bah, ils sont rouges. Des boutons sur le bas. Voilà. On nous fait remarquer que le numéro de l'émission est marqué 190 et qu'on est sur 199. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, oui, alors c'est parce que j'ai pas changé le titre du stream. C'est pas grave, je veux prévenir tout le monde que c'est bon. Ouais. Vous aimez ou vous aimez pas? T'es client, toi? Générique. Hein. Ouais, non, mais je sais qui est client. Je pense que Jay est très client de ce genre de synthé. Pour avoir testé le wave sequencing, c'est pas très facile à prendre en main, mais une fois qu'on y est, une fois qu'on comprend un petit peu les mécaniques, qu'on comprend l'architecture, c'est assez monstrueux. C'est assez monstrueux, on est bien d'accord. Donc là, on a non seulement le wave sequencing, mais on a aussi un autre truc qui est la gestion des wavetables et les chaos physics. Alors, pour être honnête, moi, j'ai pas trop eu le temps de rentrer dans le détail précis de qu'est-ce que c'est que le chaos physics. Il y a une vidéo de Korg qu'on peut regarder. C'est ce machin-là qu'on peut peut-être essayer d'aller ouvrir comme ça et de checker. C'est parti. Donc là, il nous parle de Wavetable Synthesis, Massively Powerful, nouveau Motion Sequencing 2.0, Chaos Physics avec le petit Chaos Pad intégré en haut à gauche. Voilà, donc en fait, je pense en regardant que c'est un truc qui doit se baser sur la modélisation de mouvements physiques pour faire moduler des paramètres. Voilà. A priori, donc, on peut séquencer tout ça. Les filtres du Poly6, du MS20, c'est un peu comme sur le WaveState ça, ouais. Et sur l'OP6 également. Donc voilà, ça dit pas grand chose honnêtement cette vidéo. Après je pense qu'il faut aller juste se plonger dans les specs et puis regarder. Donc faisons ça vite fait, parce que avec toutes les news qu'il y a cette semaine, je pense qu'on va pas avoir trop le temps de se mettre trop dans les specs. Mais ce que je comprends, donc, c'est que on a des tables d'onde, des modificateurs, donc pour modifier le caractère de n'importe quelle table d'onde au moment du chargement. Par exemple, isoler les harmoniques paires ou impaires. C'est rigolo ça comme concept. Ajouter du grain grâce à la quantification ou à la saturation anti-aliasing. C'est plein de termes techniques, c'est comme le Revitalift Q10 un peu. Je sais pas si vous... Ouais, c'est un peu ça. C'est du name dropping de trucs techniques. Hein. Ouais, ce synthé est intégré avec du Revitalift Q10. En fait, c'est des trucs pas du tout révolutionnaires, tu sais, mais sur le papier, tu vas sur la lune avec. Alors, il y a des types de morphing, 13 types de morphing exactement. On nous dit que ça permet d'étirer, de comprimer, de réfléchir et de modifier les tables d'onde en temps réel, en changeant leur timbre et lorsqu'elles sont modulées, créant un mouvement supplémentaire dans le son. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de gigabits d'échantillons, hein, puisque c'est de la synthèse PCM, en fait, à l'intérieur. Des tables d'onde, hein, c'est de la synthèse PCM, mais bon, voilà. Et ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir aussi un éditeur, à l'inverse du WaveState ou de l'OP6, il va y avoir un éditeur par lequel on va pouvoir même charger ses propres tables d'onde. Alors ça, c'est que j'ai lu ça tout à l'heure. Donc ça a l'air d'être assez sympa. Ça. Ouais, effectivement. Ça manque un peu au WaveState. Filtrage, donc on a des filtres,
Polysys, je vais vous afficher Polysys MS20, on le voit ici, vous voyez, alors que les réglages classiques, cutoff, résonance, intensité, des enveloppes, LFO, c'est comme sur le Wavestate. Enfin, je pense qu'ils ont repris beaucoup plus du Wavestate qu'ils n'ont fait sur l'OP6, avec une setlist, un peu le même concept que sur le Wavestate. Contrôle et modulation à foison, nous dit-on. Donc on peut faire moduler tout ça. Est-ce qu'il y a l'aftertouch polyphonique? Alors, Question il me semble qui, pas. a priori, est sérieuse. Il me semble pas que le clavier ait l'aftertouch. En revanche, je pense, comme sur tous les claviers de cette plateforme, que tu dois pouvoir l'exploiter via un clavier externe. Mais là, quand je vous affiche, vous voyez, clavier 37 touches, sensible à la vélocité et vélocité de relâchement. Quand il y a autant de détails sur la vélocité, c'est qu'il n'y a pas d'aftertouch. Voilà. Vélocité de relâchement, c'est intéressant, ça. C'est nouveau. Ah ouais, non, c'est pas nouveau. Ça, c'est not on, not off. Ouais, tu peux exploiter cette information si tu veux. Ok. Alors, me demande-t-on Wavestate, mode wave ou les deux? Excellente question. Vous savez ce que je vais vous répondre. Alors, c'est pourquoi me poser la question. Les deux, évidemment. Ok. Je vois qu'on a Airwave qui est présent dans le chat. Et Airwave, dis-nous, mais je crois que tu as fait des sons pour cette Il a fait machine. des trucs sur Korg, ouais, il a bossé là-dessus. Ouais, il me semble qu'il a fait des sons. Et il fait partie des sound designers. Ce qui est plutôt très cool d'avoir un pote qui fait ça. Donc bienvenue à toi, Laurent. Oups, j'ai dévoilé ta couverture secrète. Bref, voilà. Le mode wave de Korg. Alors combien ça coûte? Excellente question. J'ai pas évidemment l'information immédiatement, mais j'imagine que ça va pas coûter bien cher. Et je vais passer plutôt à la news suivante. Comme ça me laisse le temps d'aller checker le prix. C'est ce truc-là, Mini Korg 700 FS. Wouh! Ah, voilà, là tout je de vous ai suite. parlé d'un triplé, donc c'est le deuxième. Hein. Avec les boutons en dessous. Avec les boutons en dessous. Alors ça, c'est assez spécial comme format. Et c'est le revival du premier synthé monophonique fabriqué à large échelle, de manière industrielle par Korg. Et c'était en 1973. D'où un look assez vintage, sur lequel, bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vintage. Et vous voyez, posé nonchalamment sur un petit Rhodes, là, c'est assez sympa. Ou un petit Wurlitzer, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien le look. De ce que je comprends, c'est un truc monophonique avec un seul oscillateur. Moi, je connais pas très bien le Korg, le Mini Korg 700 d'origine, donc je ne saurais pas vous dire. Ce que je comprends, c'est qu'on a une forme d'onde triangle carré d'Annecy avec chorus 1, chorus 2, 14 programmes. Wouh! Génial, ça marche sur une gamme de 7 octaves, mais le clavier de 37 touches réagit à l'aftertouch. Et ça, c'est plutôt sympa, j'ai envie de vous dire. Puisque c'est devenu rare. Voilà, donc on peut peut-être, je ne sais pas si on peut l'écouter, je crois pas, ça je suis dans les specs. Attendez, je vais essayer de vous le faire écouter, s'il y a des sons. On peut peut-être regarder la petite vidéo, déjà, dans un premier temps, et vous la commenter en direct, parce que c'est toujours cool, pour les gens qui écoutent en podcast. Là, on voit un monsieur qui ouvre une valise. Il démarre le Korg. Même l'image, elle est vintage. Même l'image est vintage. Un peu, ouais. Authentique reissue with tons of new features. J'imagine que c'est ça le son. On entend beaucoup de guitare quand même, hein, pour un synthé. Ouais. Je sais pas tout ici. Aïe 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 aïe. Voilà, magnifique, Bon, on merveilleux. n'a rien entendu. On n'a pas entendu grand-chose, pour être honnête avec vous, mais c'est toujours intéressant. Alors, il y a Kitaro, un artiste japonais, qui nous fait grâce de son test du nouveau Korg, Mini Korg 700 FS. On écoute. Oh là là! Oh non, tu peux pas parler, Kitaro, c'est pas possible. Ah non, mais c'est quand même intéressant parce qu'on voit la machine d'assez près. Les boutons sont assez rigolos, hein. Ils sont vraiment sous le clavier, c'est des espèces de sélecteurs en métal. Comme si le clavier était posé sur un rack 19 pouces. Exactement, c'est assez surprenant comme...
Mais du coup, il y a quoi à l'endroit où ils mettent les boutons d'habitude? Je sais pas. Il y a rien, regarde. Mais Y a si c'est rien. dans le principe de justement que ce soit un clavier qui se pose sur un autre clavier, t'as pas forcément les yeux au-dessus et le fait d'avoir accès aux boutons visuellement, c'est intelligent. Ouais. La photo que tu disais posée sur le Wurlitzer ou sur le Rode, t'as le truc qui est surélevé, tu veux voir tes réglages sans avoir à te surélever parce qu'il est pas à hauteur des yeux, donc c'est futé ça. Mais c'est clairement un clavier lead, enfin le lead ou basse, mais donc du coup, t'as raison, tu vas probablement, si t'es sur scène, tu vas probablement le mettre sur un autre clavier. Sur un autre qui est un peu plus grand, Ouais. c'est intelligent je trouve comme approche. Et surtout, c'est original. J'aime bien l'audace. J'aime bien la l'audace. tentative. Non, mais c'est J'adore vrai, je l'audace. trouve ça cool. Non, c'est vrai, Ouais, j'aime l'audace. ça a une approche qui est réfléchie en tout cas. Écoute, je me plains tout le temps que les constructeurs ils font tout le temps la même chose, qu'ils se copient les uns les autres, qu'ils n'ont jamais de nouvelles idées. Bah voilà, écoute, Bah voilà, c'est impeccable. différent. Ouais. Non, mais c'est plutôt pas mal. Bon, après, c'est toujours de la reissue, hein, c'est-à-dire on ressort Bien un sûr. truc qui est vintage et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on est en boucle sur ce genre de choses. C'est bien d'avoir des sorties, mais bon, moi j'ai envie aussi de voir des nouveaux trucs, quoi. Je sais pas, hein, mais je vais pas cracher dans la soupe non plus. C'est vraiment cool d'avoir des news, mais à un moment donné, ça serait bien qu'on ait des vrais nouveaux trucs. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Comme le Model State par exemple. Comme le Non, Le mode wave. Pas Le mode wave. Le mode wave. Comme le mode Model wave. State. Alors, est-ce que c'est un est-ce que c'est un nouveau truc? Bah, c'est un ancien truc repackagé avec des nouvelles fonctionnalités. Alors quelque part c'est nouveau, mais tu vois, ça surfe aussi sur quelque chose qui est assez ancien, qui est un ancien synthé, quoi, des W8000 là. Donc ouais, est-ce que c'est ça l'avenir? C'est de tout le temps regarder le passé? Vous avez 4 heures. Ok, le dernier de la triplette, et après on passera aux questions des auditeurs. On en a une ou deux, et je les fais dans le désordre, je sais pas pourquoi, parce que j'ai été perturbé par le problème de YouTube. C'est cette chose-là dont j'aimerais vous parler. Regardez, je sais pas si vous avez suivi les news de Korg cet après-midi, mais là on a un ARP 2600M, donc mini, pour faire simple. Voilà, donc il est mignon, hein, j'aime beaucoup. Donc Qui fait la taille d'une demi-armoire. Exactement. Alors, non, pas vraiment, parce qu'en fait, il est beaucoup plus petit que l'autre. Il est à 60% de la taille. Donc, je sais pas si on... Beaucoup plus petit, 60%. Bah, oui, alors... Le premier, Le premier, il est assez imposant. Enfin, au lieu de faire ma taille, il fait ta taille, quoi. Enfin, Personne n'est Tout de gros. suite. non, mais je veux dire, non, mais c'est pas pour moquer de ta taille, c'est pas du tout ça, Si, mais si. c'est un peu la petit différence, peu. quoi. Un Non, petit mais t'es peu. un peu plus petit que moi, donc voilà. Voilà. Donc, c'est l'ARP 2600. Même électronique. Tout pareil. C'est la promesse, en tout cas. Avec de l'USB, on peut voir du MIDI au format DIN. Il y a même des petits Ils haut-parleurs. vont en faire 25 exemplaires. Alors, j'espère que non. Alors, on le voit là à l'écran et il a l'air assez petit. Il a ses petits haut-parleurs et tout. Mais 60% de la taille. Alors, forcément, il n'a pas les flancs en pseudo-cuir là ou je sais pas quoi. Il a une connectique. C'est pas le MS20 qu'ils avaient sorti à 60% de la taille, puis qu'après ils ont sorti Ouais. en grand. Si, ouais. Le Ça a l'air d'être MS20 une full tendance. size. Mais j'ai envie de te dire, il y a quand même quelque chose comme ça, ouais. Il y a une tendance qui vise à vraiment ressortir de vieilles machines, à en faire de la nouveauté. Bon, c'est cool et tout. Je trouve ça sympa, hein. Quelque part, c'est peut-être aussi pour contrecarrer un peu Behringer. Parce que Behringer, ils sont sur ce créneau-là. Le problème, c'est qu'ils sont pas vrai. sur les prix de Behringer. Ils sont pas du tout sur les mêmes prix, sur les mêmes quantités. Ouais, c'est pas la Ouais. Bah là, je présume que ça va être moins cher quand même, non? Que la version. Alors oui, bien sûr, ça va être 60%. moins cher. 60% moins cher. Alors, Non, pour 40% moins rappel, cher. Pour rappel, l'ARP 2600 était à 4000 quelque chose. Ouais, c'est cher. Là, il va être, je crois, à 1500 euros. 1799. Combien? 1799. Dollars. Non? Voilà.
Bah, je vois des euros, donc... Tu vois des euros? Parce que moi, c'est pas Ouais. le prix que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu un prix plus intéressant que ça, aux alentours Moi, je de vois plusieurs 1500 personnes euros. qui disent 1700, 1800 en juin. Hein, donc, D'accord, d'accord. Bon, bah, parfait. Donc, effectivement, 1799 euros, taxe Airwaves incluse. nous dit 1900, Ouais. Alors, mais en Belgique, la TVA est plus chère. il est 40% plus petit, où il fait 60% de la taille. C'est si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et donc, comme je vous le disais, il aura la même électronique. Les connectiques, en revanche, me semblent être en mini jack. Donc ça, c'est un Ah point bah à oui, prendre ça, en c'est ce compte. qui semblait sur la photo. Ouais. C'est évidemment complètement analogique. Il y a de l'USB en plus, comme sur le grand. À l'inverse du ARP 2600 classique, vous n'avez pas les sorties XLR qu'il y a sur le gros. Là, vous aurez des jacks classiques, format 635 a priori. Voilà. Et il y aura un MIDI DIN in. On a également... qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas de clavier. Alors, ce qui est assez perturbant, parce qu'il y a eu pas mal de photos qui ont circulé, où on l'a vu. Vous savez, quand il y a eu des leaks, là, au moment de l'OP6, il y a eu des leaks de ce truc-là, ou l'Arp 2600 mini, tout ça. Il y avait des photos qui montraient un Arp 2600, petite taille avec un clavier. Et en fait, non, il n'y a pas de clavier. Et de ce que j'ai compris, ils n'ont pas l'intention de sortir un clavier. Par contre, ce qu'ils disent, c'est que le premier millier aura ce qu'ils appellent un road case spécial avec un micro key 37 touches, petit clavier Korg, pour rappeler un petit peu pour être dans le principe de la machine avec clavier. Donc c'est une espèce de package où vous avez une case et un petit clavier pour faire comme le vrai Arp 2600. Voilà. Mais ce qui est important en fait, c'est quand même d'avoir le synthé. À noter quand même que le séquenceur de l'Arp 2600 est dans le clavier. Donc si on n'a pas le clavier, cette feature-là, on l'a plus quoi. Voilà. Donc c'est. Et c'est confirmé ça ou c'est c'est confirmé. Il y a pas de. Il y aura pas de clavier et il y aura pas de séquenceur intégré au truc. Donc, mais cela dit, je pense que ce qui est intéressant, c'est que si la promesse d'avoir la même électronique est tenue, on a une machine qui est quand même vraiment intéressante au sens de ses sonorités. Pour l'avoir entendu, je peux vous dire que c'est vraiment assez cool, quoi. La même électronique pour faire plus petit, c'est des PCB, c'est pas les vrais composants soudés à la mano. Je sais pas si c'est, je sais pas. J'ai pas assez creusé, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour l'info, c'est quand même une machine dont l'électronique est assez exigeante, j'ai envie de vous dire. Et donc ils ont beaucoup travaillé, de ce que j'ai compris des discussions que j'ai eues avec Korg, sur le fait d'avoir quelque chose qui soit vraiment une réplique très très fidèle au sens électronique de la machine d'origine. Donc voilà. Après, je pense que c'est effectivement pas des composants discrets, tu vois, des composants de taille classique, c'est du SMD, là, Surface Mount, ou CMS en français. Donc c'est des composants plus petits, ce qui fait qu'effectivement on peut miniaturiser, on peut arriver à effectivement faire 60% de la taille, rien qu'en prenant ce type de composants, puisque là on est face à des trucs qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus petits. Alors plus simple peut-être pas, mais that's it. Ok, quoi d'autre? Plein de trucs. Je vais, avant de continuer sur la partie NAMM, je voulais juste saluer nos tipeurs, parce que j'ai oublié de le faire la semaine dernière. On a des tipeurs réguliers, mais on a aussi des nouveaux tipeurs. Vous savez que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Vous pouvez regarder là en bas de la fenêtre, si vous nous regardez sur YouTube, nous soutenir via un petit lien Tipeee. Vous nous jetez un café, c'est cool, ça fait plaisir, c'est hyper sympa et ça permet de faire vivre un peu la chaîne, d'acheter du matos pour pouvoir faire du streaming dans de bonnes conditions, acheter des caméras, acheter des lumières, acheter du matos, acheter des tas de trucs. Et puis de temps en temps, quand on peut se déplacer, évidemment, ces temps-ci, on ne se déplace plus beaucoup, mais voilà. Des tipeurs, on en a quelques-uns, des nouveaux. Je voulais saluer notamment les anciens tipeurs qui sont évidemment toujours là. Et vous savez que vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, mais vous pouvez aussi donner 5 euros pour avoir votre nom cité dans l'émission si vous avez envie. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à ces tipeurs-là. Il y a Antoine, allez j'applause. Antoine, Romain S, alias Tu veux voir mon geek,
Antoine, Porky Rider, Sherpak, Mika, Erizer, Nicolas, Eric, Bugs, Marzac, Alexis, Laurent Doucet, Toutour, Augustin, Adrien et Christophe. Et Christophe Et Christophe qui est là depuis pouf, la nuit des temps. C'est incroyable, Christophe. Merci à toi. Merci à vous tous qui nous supportez. Merci à tous ceux dont on n'a pas cité le nom et qui continuent de nous supporter. C'est vraiment sympa. Et ce soir sur Twitch, je ne sais pas comment vous pouvez donner. Vous pouvez peut-être pas donner, c'est pas grave. Vous pouvez aller sur le chat YouTube si vous voulez pour donner, ça marche aussi. Enfin bref, faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligés. Autre chose dont je voulais vous parler, vous savez qu'on est à l'émission 199. On peut évidemment dire qu'on est peut-être l'émission 200 puisqu'on a fait une émission 0. Mais... C'est vrai? Mais ouais, c'est vrai, on est à l'émission 199. Et t'imagines un peu depuis combien de temps on fait ça? C'est assez fou, non? Ouais. 2014, les amis. Et je vous annonce d'ores et déjà qu'il va y avoir un truc fou pour vous à la 200e. Un truc fou. Pour moi? Pour vous. Je te vous vois pas, toi, je te tutoie. Pour vous, les auditeurs, les spectateurs, voilà, tout ça, on espère pouvoir vous l'annoncer la semaine prochaine. C'est en route, c'est parti, ça va se faire. Un truc fou. L'année 2020 était pourrave. On aimerait que l'année 2021 soit canon. Et pour ça, on va frapper un grand coup. Elle est un peu mal partie, mais elle est un peu mal barrée. On va rattraper le coup. Un grand coup, voilà. Un live avec un spectateur pour la 100e. Pourquoi pas? Je ne saurais pas lequel choisir, honnêtement. Donc, voilà. Et puis, on va pouvoir passer maintenant à la suite. Et comme nous sommes maintenant à la merci du capitalisme, j'ai envie de vous dire qu'il faut qu'on fasse de la publicité. Vous savez qu'on n'a pas fait de publicité la dernière fois, mais cette fois-ci, on va en faire. Regardez. Et oui, nos amis de iMusician. Toto la France. Toto la France. Voilà, on revient après. Service de distribution numérique iMusician pour distribuer, vendre votre musique sur des plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music. Vous payez qu'une fois pour sortir la musique, pas de frais récurrents annuels, vous pouvez adapter le tarif en fonction de la commission, hein, ça peut même aller jusqu'à 0% de commission, c'est-à-dire 100% des revenus pour vous, pour l'artiste. L'interface est facile, on peut voir les tendances d'un seul coup d'œil, contrôler ses revenus. Et puis surtout, ça parle français. Le service client répond très très vite. Normalement, on va bientôt voir, regardez, Pauline et Arthur. Voilà, que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Pauline et Arthur. Si vous êtes intéressé, utilisez le lien d'affiliation qui est déjà dans la description. Et oui, je suis un peu moins mauvais que d'habitude. Ou sinon, vous utilisez le coupon Les Sondiers pour avoir 10% de réduction sur votre première sortie. C'est un bon moyen de nous soutenir. iMusician, voilà, faire des économies tout en nous soutenant. Voilà, un bel écran noir pour la fin, c'était superbe. Bravo Knarf. Je suis pas très fort. Toto la France, je te remercie pour ton don de 10 €. C'est vraiment très très cool. Je confirme que ça marche, les sous sur YouTube. Allez, c'est parti pour 10 cafés. Merci. Merci beaucoup. Super, merci à toi Toto la France. Alors, what else? Plein d'autres trucs. Je vais vous montrer maintenant. Peut-être je te passe la main, Blast. Peut-être que tu as des trucs qui sont aussi intéressants que des synthétiseurs. J'ai noté une petite sortie. Une petite sortie. De la part de Tascam. Ah je ne savais pas que Tascam faisait des micros, je ne me souvenais plus. Moi non plus. Peut-être qu'ils en faisaient, je ne sais plus. En tout cas, ils sortent 2 micros, dont un, en tout cas, me semble intéressant, ou en tout cas à creuser. Évidemment, il va sortir au premier trimestre, donc on ne l'a pas encore dans les mains. Mais ce sont 2 micros dynamiques. L'un, c'est le TM70 ou 70 pour les Belges et les Suisses, et l'autre, c'est le TM82. Alors, le TM70, 70, c'est celui qui m'intéresse le plus parce que c'est un micro qui ressemble dans son concept. On a bien dit que c'est un micro dynamique et non pas un micro statique, qui est généralement le problème que l'on rencontre quand on veut faire du podcast ou quand on veut faire du streaming ou autre dans une pièce non traitée, on a tendance à vouloir utiliser un micro de studio. Souvent, ce sont des micros statiques, donc qui sont très très sensibles au son, et là on chope le son du clavier, la souris, la reverb, c'est assez difficile. Ouais. Donc on a tendance à recommander aux streamers, aux podcasteurs, aux podcastrices évidemment, d'utiliser un micro dynamique, et c'est pas toujours évident d'en trouver. Et là, celui-là, pour un prix assez dérisoire, puisqu'on est sur 80 €
donc c'est pas celui qui affiche à l'écran actuellement, hein. Ce qui est affiché, c'est le TM82. Ça, c'est un micro de Senne, c'est le deuxième. C'est le 70 que toi tu veux. C'est le D'accord. 70 dont C'est je celui-là, parle. d'accord. Donc voilà, c'est un micro qui ressemble en gros à la forme du RE20, du SM7, sans avoir la mousse autour, mais Ouais. qui se tient sur un pied. Alors, il est livré avec un câble XLR. C'est pas courant, donc autant Ouais. qu'à faire, autant le dire. Ouais. Une suspension et puis un petit pied un peu ridicule. Et surtout, l'intérêt, c'est que il est super cardioïde, donc il est très très orienté vers, enfin, il est à orienter très finement vers la bouche de la personne qui parle, mais du coup, il est un peu moins sensible au son Ouais. extérieur. Il Ça vient le- avec une suspension. Alors, il vient avec une suspension, ouais. Je suis étonné. Je suis étonné aussi. Microdynamique, ils viennent Et- pas avec une suspension, quoi. Souvent, les microdynamiques, ils ont la suspension à l'intérieur. Mais voilà, lui vient avec une suspension. Donc, c'est pour ça que je dis il va falloir voir. Ils annoncent une sensibilité de 30 à 20 kHz, mais ça, c'est de la foutaise parce que quand on regarde les courbes, comme tous les microdynamiques, ou comme la plupart des microdynamiques, ils s'effondrent au bout de 15 kilos. Ouais. Et puis, on a quand même une baisse de la sensibilité en dessous de 100 Hz, ce qui, pour le coup, est plutôt pas mal parce qu'un micro supercardioïde va être plus sensible encore à l'effet de proximité. Et donc, du coup, en tirant vers le bas les fréquences inférieures à 100 Hz, on pourrait avoir un son assez intéressant pour la voix, avec des graves présents sans qu'ils soient trop forts. Et puis, au-dessus de 15 kilos, on n'a plus rien, mais là, dans la voix, il n'y a plus vraiment grand-chose à part pour les cantatrices. Donc, du coup, ça peut être une option intéressante. Donc, microcardioïde, de studio, avec une forme qui est effectivement assez étrange parce que la suspension, du coup, elle est posée verticalement. Ça semble étrange, mais bon, il faudra voir à l'usage. L'autre micro, le TM82, c'est un micro plutôt classique, micro de scène. Lui, il est cardioïde. Donc on retombe sur des micros assez traditionnels, cardioïdes standards de scène et d'instruments. Donc là, ils annoncent scène et instruments. Et pour 42 ou 45 livres, j'ai dit 80, c'est des livres, hein. J'ai récupéré l'information sur Sound on Sound. Donc, on va l'avoir, oui, peut-être à moins de 100 € en tout cas. Et l'autre, il est à 42 livres, donc il sera de l'ordre de 50 balles, 50 ou peut-être 60 balles. C'est celui-là. Micro qui est, sur la photo, semble assez volumineux, mais j'ai vu avec une photo avec une personne prise juste devant, il semble assez fin, donc pas trop imposant. Il fait un petit peu penser à la forme du Beta 57 de chez Shure. Donc, il faudra voir, encore une fois. Bon, là, on est sur un micro de scène un peu plus traditionnel, donc on connaît, c'est des capsules qui n'ont rien de révolutionnaire. Mais je suis assez curieux de ce TM70 qui pourrait être intéressant, un tarif intéressant. Vraiment, broadcast, podcast, ça peut être chouette. Ouais. Si ça marche. Ouais. Par contre, le pied, il faudra le changer, hein, parce que ça, c'est ridicule. Ouais. Mais souvent, effectivement, dans les podcasts, on recommande maintenant beaucoup plus des microdynamiques. Le SM7B, qui est un must-have que tous les streamers maintenant possèdent, est un microdynamique à large membrane. Alors, large membrane par rapport à petite membrane, ça capte plus de graves, c'est peut-être plus adapté à la voix, effectivement. Et puis, c'est un peu plus doux au niveau des transitoires, donc du coup, ça a tendance à aussi un petit peu adoucir la voix. Arrondir la voix, la rendre plus radiophonique. Plus radio. Ouais. Donc, c'est pas étonnant. Là, tu parles dans un microdynamique, toi? Moi, je parle dans un microdynamique, mais c'est pas un large membrane, c'est un petite membrane. C'est un moyenne membrane, ouais. Et là, moi, je parle dans le... Il est toujours pas parti, je ne l'ai pas renvoyé. J'ai encore des trucs à enregistrer. J'ai toujours la Stone Element, qui est partiellement, enfin, en tout cas, qui est partiellement dynamique. Il est partiellement dynamique, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que c'est la capsule Rion, donc c'est la capsule qui est dynamique parce qu'elle est à moving coil, donc c'est une capsule qui se déplace, mais elle a une conception extrêmement fine en millar, donc elle lui permet de monter très haut dans les aigus. C'est la nouvelle conception de la nouvelle capsule avec un son plutôt son ruban. Ouais. C'est la jonction entre microdynamique pour
ne pas trop être sensible au son extérieur, avoir un bel effet de proximité, avoir un son qui monte dans les aigus comme un micro statique et un son plutôt une petite bosse dans le haut médium comme les rubans. Voilà. Excellent, en tout cas ça a l'air très intéressant. Quand on parle, c'est toujours intéressant. Moi quand je parle de micro, c'est pas très intéressant. Mais ça vaut le coup de le suivre. En tout cas, ce 70, moi il m'intéresse. Ça fait partie des choses que j'aurais bien aimé voir au NAMM, voir en vrai, toucher dans les mains, voir si effectivement cette suspension posée verticalement, elle tient la route, ou si c'est un truc... je vais pas dire bâclé parce que tant que je l'ai pas vu dans les mains, mais ça paraît bizarre. Asmod, tu as tout à fait raison. C'est pas courant. Ça paraît étrange. Souvent, la suspension est à l'intérieur. Bah moi, à chaque fois que j'achète un micro, c'est pas souvent, tu vas me dire, mais quand j'achète un micro, en général, il a une suspension. Enfin, sauf quand c'est un dynamique, effectivement. Un dynamique, vous avez raison, j'ai pas toujours. Oui, en général. Le dynamique, la suspension est dans la capsule est elle-même suspendue à l'intérieur de l'enclosement. Donc, okay. Mais pourquoi pas, il n'y a pas de raison. Pourquoi pas, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Applaudissements. Plein de choses. Moi, j'ai envie de vous parler maintenant d'un autre truc rigolo. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez suivi. Vous connaissez Noise Engineering ou pas? Non, c'est un... Ils font du modulaire, ils font des modules. Voilà, ils font des modulaires, ils font des modules Eurorack et ils ont des modules qui sont, on va dire, novateurs, innovants, disruptifs, j'ai envie d'utiliser ce terme, très galvaudé. Non, t'as pas le droit. Ouais, donc avec des sons from outer space, comme j'appelle ça souvent. Donc c'est une collaboration entre Noise Engineering et Arturia. Arturia a approché les gens de chez Noise Engineering, ils sont aux États-Unis, et donc il y a un développeur logiciel et une ingénieure hardware, et c'est une petite entreprise, mais ils font plein de modules très très intéressants, dont le fameux Basimilus Iteritas Alter, que je recommande à tous les gens qui font du module Eurorack, que moi je me suis offert récemment et qui est un vrai bonheur en termes de design sonore, pour de la percu, de la basse. Ça produit des sons, c'est assez dingue. D'une manière générale, tout ce que fait Noise Engineering est assez dingue. Et je veux juste vous faire écouter, si j'ai accès aux différents sons, les sons en question, que je puisse vous montrer de quoi on parle. Donc là, c'est une compo de Sébastien Rochard. Sébastien, vous savez, c'est notre présentateur par défaut au NAMM. D'ailleurs, il est sur la photo, là, on voit à gauche. Et là, il a fait sa petite compo. Je vais peut-être monter un peu de son. Avec ces petits sons-là. Tous les sons viennent du Microfreak. Et surtout, des nouveaux oscillateurs qui ont été développés par Noise Engineering. Parce que c'est de ça dont on parle. C'est d'oscillateurs développés par Noise Engineering pour le Microfreak d'Arturia. Je sais pas si vous entendez, mais c'est assez fou. Ça donne une bonne idée du type de son dont on parle, très glitchy, un peu distordu. Ouais, il y a une espèce de petite distorsion derrière qui est pas moche. Et c'est agréable. J'aime beaucoup ce type de son. Ouais, j'aime bien aussi. C'est vraiment super. Et donc, ce qu'on dit là, c'est que finalement, le Microfreak est en train de monter en puissance. C'est devenu une plateforme finalement de développement de nouveaux oscillateurs qui continuent de se développer sans arrêt. Et ça me rappelle pas mal ce que fait Novation sur leur système de mise à jour très longue durée, où un produit peut avoir une durée de vie très longue grâce à des nouveaux développements qui intègrent la machine progressivement. Je trouve ça super cool. C'est chouette, hein. Allez, un autre. Rodeo Drive.
rapport qualité-prix ultime, en effet. Ah ouais, non, mais là, le Microfreak, ça coûte 300 balles, même moins de 300 balles. Et là, on a des possibilités sonores qui sont assez intéressantes. On n'a que 4 voix de paraphonie. Hein. C'est pas un polyphonique. Paraphonique, ça veut dire que il va avoir un seul filtre. L'enveloppe est unique pour l'ensemble des voix. Donc il y a des limitations. Hein. Mais on peut faire des accords à 4 voix. Et surtout, en fait... 808, la rythmique, je crois. Ouais. Mais ça, je pense que ça doit venir du 808. Hein. Je pense. Je pense pas que tous les sons soient faits, c'est pas précisé. Hein. Donc je pense qu'il doit y avoir des sons externes. Mais on peut écouter, si vous voulez, les différents oscillateurs. Noise Engineering. Ça donne une bonne idée du type de son qu'on peut faire. Ah, sympa, non? Allez. Donc d'un point de vue purement pratique, tu pars de ton Microfreak, tu rajoutes un module ou un boîtier. Tu fais une mise à jour de firmware. Mise à jour de firmware. Mise à jour de firmware ouais. Dans ton Microfreak. Ouais. Ah oui. C'est du logiciel uniquement. Ah, ça c'est dingue, ouais. Ça envoie sévère, quoi. Allez. J'adore. Voilà, allez, Gaïa. Donc il y a 3 oscillateurs. Il y en a un qui s'appelle Bass. Je vous ai fait écouter juste avant. Ça c'est Arm. Qu'on entend là. Et il y en a un troisième qui s'appelle So X. Je vous fais écouter. Ça, Tom, là, t'es en PLS, là, non? C'est pas mal. Ah. C'est pas mal. Il me semble que c'est ton style. C'est plutôt mon style. Monotron. Voilà, et puis... Donc ça, c'était pour les nouveaux sons. Donc, en gros, c'est une mise à jour de firmware, la V3. Quelque chose, 3.2, je crois. Moi, j'ai fait la mise à jour. Hein. C'est facile. Vraiment, une connexion USB. On lance le MIDI Control Center. Ça détecte qu'il y a une mise à jour de firmware. On fait OK. Et puis, en 2 minutes, c'est fait. Et on se retrouve avec un Microfreak avec de nouvelles fonctionnalités. Les 3 nouveaux oscillateurs de chez Noise Engineering. Mais aussi d'autres trucs. Le mode unisson. Pour fabriquer des sons qui sonnent plus gros, donc c'est-à-dire prendre les 4 voix et les faire en unisson de manière à stacker les voix. Donc ça donne des sons qui sont très larges, très gros, parfaits pour les basses et les gros pads. Il y a des nouveaux presets et des nouveaux slots de presets. On est passé de 256 presets à 384 presets. Et au passage, ils ont inclus 96 nouveaux presets issus... notamment des oscillateurs Noise Engineering, ce qui est plutôt très cool. Et puis des améliorations de la manière dont on gère les presets. Par exemple, au lieu de retrouver à chaque fois qu'on allume le preset numéro 1, qui sonne très Microfreak, on a le dernier preset. Voilà. Et plus de 3 autres. Général qui dit, du coup, au début, ça manquait un peu de base, je trouve, et avec leurs nouveautés, ça compense pas mal. Ouais. Ouais, en effet, ouais, c'est... Ouais, non, c'est vraiment sympa. Très, très, très sympa comme mise à jour, donc j'applaudis. Hey, il est 21h26, en même temps, on a perdu 20 bonnes minutes avec notre ami YouTube. Je propose qu'on fasse une petite pause Ask Sondier, qu'est-ce que vous en dites? Ah ouais, un peu, ouais. Papa jingle. Petite pause Ask Sondier, vous savez, vous pouvez interagir avec nous par le hashtag Ask Sondier. Cette semaine, on a, je crois, 2 questions. Une petite question de Fred J. Salut Fred J. Salut à tous, j'ai une petite question. Analyseur de fréquence, analyseur de phase, analyseur de spectre, comment vous exploitez ces outils pour améliorer la qualité des prods? Poup. Excellente question. Jay, est-ce que toi, tu utilises ce genre d'outils? J'essaye au maximum de ne pas les utiliser, de me fier à mon oreille. Ah, ok. En revanche, quand je galère vraiment sur des fréquences qui se chevauchent, notamment dans les basses, tout ça, j'aime bien utiliser
un analyseur de spectre. Ouais. Pour voir où se trouvent les bosses, les creux, tout ça, où est-ce que je peux compenser. Tu dis un truc qui est très très juste, et il faut mixer avec les oreilles, et ça c'est un truc important quand même. À la fin du Après, fin, c'est pas quand même les évident oreilles. quand on débute. Oui. Mais faut essayer quand même de temps en temps de voir si on est capable d'entendre plus ou moins telle ou telle fréquence dans un mix, tout ça. Je pense que c'est important. Moi, je le vois peut-être aussi comme une manière de l'analyseur de spectre de voir ce que tu entends. Par exemple, en regardant, je sais pas, une référence. Tu vois, on dit souvent qu'il faut prendre des références quand on mixe. Donc on prend sa référence et puis on regarde le spectre de cette référence et on essaie de comparer par rapport à son propre mix et se dire, ok, qu'est-ce qui cloche dans mon mix et comment je peux m'approcher visuellement. Ça peut être un moyen, même si l'oreille reste la priorité. Comment je peux m'approcher visuellement de ça? L'outil peut être l'analyseur de spectre, l'analyseur de fréquence, quoi, on va dire, peut être utile. Blast, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'utilise surtout en sortie pour vérifier avant d'exporter. Moi, c'est la phase que je vérifie surtout. Enfin, la phase et le niveau général. Mais le spectre, je fais ça au moment du mixage, effectivement. De temps en temps, je regarde, ou bien j'utilise des EQ qui montrent le spectre, donc je sais où est-ce que je travaille. Mais c'est justement une question que j'allais vous poser. Vous vous préoccupez de la phase ou vous vous en foutez? Très bonne remarque. J'interviens juste pour redonner la parole à Jay parce que je me souviens que tu avais dit à une époque que tu avais eu des soucis de phase sur une de tes prods. C'était le générique de Red Look, je crois, et du coup tu avais utilisé un plugin pour analyser un peu la phase. Tu peux nous parler un peu de ça? Quel plugin tu avais utilisé? Un phase-mètre, donc c'est un espèce de mes souvenirs, c'est un espèce de cercle comme ça qui te dit si tu es en phase ou hors phase. Mais là, c'était vraiment flagrant. Je veux dire, c'est quelque chose que tu entends. Vraiment, il y a une espèce de creux au centre. Un casque, t'as l'impression que ta tête, elle est en train de creuser. Et dans les oreilles, ça pique un peu. Enfin, c'est très bizarre comme sensation. Donc, et t'as l'impression qu'effectivement, t'as quelque chose de coincé, que t'as une oreille bouchée. C'est ça. Ça peut être le cas, ouais. Ou alors, quand tu passes en mono, t'as ton son qui chute d'un seul coup. Ouais, beaucoup, au lieu de s'équilibrer au centre, tu as vraiment l'impression que tu as une baisse de volume parce que tu avais du son des deux côtés, mais au centre, il s'annule, ou en tout cas sur les fréquences. Donc l'utilisation moi j'utilise le CS, j'ai noté CS Metering d'IK Multimédia, que j'aime bien. Ouais. Que je mets en plugin. Je mets ça, j'ai une section de monitoring. Donc au moment de l'export ou de la vérification du mastering, je les active et je peux vérifier ça. Et puis je vérifie aussi mon loudness. Ça, c'est juste pour faire plaisir à Asmod. Excellent. J'ai rien de spécial à dire. C'est très important de vérifier le BUR 128 quand on fait une prod. Je vois 128, pas de quoi tu parles. 128. Non, oui, pitié, ne lance pas là-dessus, s'il te plaît, ne lance pas là-dessus. On est foutu sinon. Non, le BUR 128, c'est ce que j'ai dit. Si tu le lances là-dessus, on est foutu. Je suis d'accord avec toi. Pour ma part, j'utilise d'un coup de temps en temps juste un analyseur de spectre, mais j'ai du mal parce que au final, je trouve ça pas facile à analyser quand même. Ce qui peut être intéressant, c'est d'en utiliser un stéréo et du coup, tu vas voir si tu as des déséquilibres de fréquences dans la stéréo. Ça, je trouve ça intéressant. Moi, ce que j'utilise, c'est la suite de plugins de chez Bluecat, en fait, qui est gratuite. Ouais, qui sont très bien. Ouais. Dedans, il y a un analyseur de spectre qui s'appelle Bluefrec, je crois, qui est hyper simple d'utilisation. C'est soit mono, soit stéréo, soit les deux. Tu peux figer les fréquences. Enfin, c'est hyper simple. En même temps, c'est gratuit. Donc bon, voilà quoi. J'utilise ça. Ouais. Moi, j'ai un peu de mal à utiliser les analyseurs, pour être honnête avec vous. C'est surtout pour les aigus que je m'en sers, parce que j'ai du mal, parce que comme je commence à être un peu vieux, je commence à me blastiser un peu. Ouais, moi aussi, je vérifie les aigus, parce que souvent, je les loupe. Mais non, mais en fait, vous avez raison, c'est hyper important d'en parler, en fait. Ouais. Si t'entends pas, tu fais comment? Non, mais c'est sûr. Alors, en gros, je vérifie les aigus parce que tu t'aperçois qu'assez rapidement, tu fatigues. Quand ça fait 1 heure que tu es devant tes enceintes à un volume raisonnable, même raisonnable, tu fatigues. Donc, soit tu fais une petite pause d'1 quart d'heure et puis voilà, tu vas prendre l'air. Tu reviens, bon, rapidement, de nouveau, tu chutes.
Donc l'analyseur, il est aussi là pour rassurer ton écoute. Donc c'est un peu en opposition avec ce que je viens de dire sur le fait que c'est les oreilles qui comptent, mais c'est-à-dire que quand les oreilles, tu peux plus leur faire confiance, voilà, il faut que tu vérifies que tes oreilles te donnent la bonne information. Et pour ça, je pense que l'analyseur de spectre, c'est pas mal. L'analyseur de phase, honnêtement, jamais j'utilise ce genre de truc. Enfin, en gros, quand tu vois l'analyseur de phase qui est tout partout dans les côtés, c'est que quelque part, ça merdoit. Mais le meilleur analyseur de phase du monde, c'est le passage en mono pour moi. Quand tu passes en mono et que tu vois qu'il y a tout qui est différent, c'est que tu as un vrai problème. Voilà. Après, moi je trouve que jouer avec la phase dans des proportions qui sont assez limites, ça peut être un effet intéressant. Justement, pour spatialiser, tu vois. Il ne faut pas forcément se l'interdire, mais il faut savoir les conséquences. Il faut savoir les conséquences pour celles et ceux qui écoutent maintenant sur leur smartphone avec juste une oreillette ou en mono. Il faut savoir ce que ça va leur donner. Parce que c'est des choses, ça a été vraiment cyclique, on en a déjà reparlé, mais avant, on s'en foutait de la phase parce que c'était que du mono. En réalité, on devait s'assurer que la phase de la prise de son, parce qu'on mixait et on exportait en mono. Puis après, on a inventé la stéréo, donc on a commencé à faire des trucs complètement délirants avec la batterie d'un côté, la voix de l'autre. Et puis, à un moment donné, on a trouvé un modus operandi qui tenait la route. Mais on devait aussi vérifier que sur les radios de salle de bain, les radios de cuisine, ça marchait aussi. Donc, qu'on puisse percevoir en mono ou en stéréo, qu'on ait un son correct. Et puis après, c'est devenu moins important parce qu'on avait tous des casques ou tous des équipements, des hi-fi et tout. Et puis on s'est dit, bon, sur la chaîne hi-fi, ça fonctionne. Donc sur la radio de la salle de bain, on s'en fout. Et puis maintenant, on retrouve de plus en plus de gens qui écoutent avec une oreille libérée et qui se mettent en mode mono sur leur smartphone ou autre, la phase, elle reprend son importance. En tout cas, il faut que... On peut se permettre de dire, c'est pas grave, on veut faire une stéréo qui soit peut-être plus riche, plus large, plus intéressante, mais il faut qu'elle reste compatible mono. Ou si jamais ça s'effondre ou si on a carrément des fréquences qui disparaissent, il faut que ce soit voulu, soit connu ou corrigé. Ouais. Il ne faut pas la louper, la phase. Hein. Il faut la comprendre, en tout cas. C'est intéressant de voir, justement, pour éviter les problèmes dont Jay a souffert, là, quand il se retrouve avec sa phase qui est complètement à l'envers. C'est assez désagréable. Ouais. En fait, quand tu bosses avec des reverbs créatives ou des effets stéréo gauche-droite, type ping-pong delay, tout ça, et que tu te retrouves avec des pistes superposées avec plein d'effets stéréo partout, je pense que c'est là que c'est important... où il faut au moins y penser, quoi. Au moins se dire que peut-être jeter un œil sur un phase-mètre, voir si ça se barre pas trop en cacahuète. On est bien d'accord. Bon, en tout cas, c'était une question intéressante de Fred J. Merci à toi, Fred J. On t'applaudit. C'était très cool. Et une deuxième, regardez. Y'a pas de jingle, y'a pas de jingle. Oui, bien sûr que si. Passif-agressif. Salut à toi, tu nous poses une question. Je crois que t'étais là. Je t'ai vu tout à l'heure, il me semble. Je sais plus. Passif-agressif se demande pourquoi les fiches combo Jack XLR, qui sont très pratiques soit dit en passant, ne sont pas proposées pour les sorties d'interface audio. Y aurait-il une raison technique à cela? Excellente question, j'adore cette question. Ouais, vraiment une excellente question. Ça m'a amené à réfléchir et à regarder pourquoi. Parce que techniquement, on se dit, oui, il n'y a pas de raison, ce serait super intelligent. Mais en sortie, c'est pas la même chose qu'en entrée. Enfin, un XLR d'entrée, c'est un XLR femelle. Un XLR de sortie, c'est un XLR mâle. Et quand on regarde, j'ai regardé, j'en ai pris sous la main. Oh, ça y est, il a démonté un câble. Non, j'ai pris un câble XLR, je l'ai pris pour préparer. Quand on regarde un XLR femelle, si on met les... Alors, ça va peut-être pas être évident de le mettre, mais si on prenait un câble XLR et regardez-le, si on met les contacteurs sur l'extérieur, on a la place de passer un jack 635 à l'intérieur, parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'il touche de partout. Si il touche l'ensemble des trois connecteurs de l'XLR, ça ne marche pas. Donc il faut que les connecteurs au centre soient connectés individuellement sur les 3 plots à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous regardez sur un XLR mâle, donc un XLR de sortie typique, c'est exactement le même diamètre. En tout cas, c'est pratiquement le même diamètre. Donc il faudrait trouver une solution pour décaler peut-être vers le bas l'entrée du jack. Enfin, en tout cas, j'ai regardé, chez Nutrix, ça n'existe pas.
Probablement pour cette raison, parce que si on enfilait au même endroit un jack dans un XLR mâle, eh bien, on serait en contact avec les 3 fiches et ça marche pas. Ouais. Donc voilà, la réponse est simple, c'est que ce serait une excellente idée, mais que faudrait trouver effectivement une solution pour arriver à décaler le jack dans la prise. La réponse courte, c'est qu'au fait, c'est pas les mêmes connecteurs, quoi. C'est tout simple. Quelque part, la réponse longue, Oui, c'est mais celle que je viens de un donner. combo jack en entrée, tu peux brancher un jack ou tu peux brancher un XLR, Ouais. c'est bien pratique. Ouais. On peut se poser effectivement la question, tu veux envoyer vers tes moniteurs. Dans certains cas, tu préfères utiliser un jack TRS, ou bien dans d'autres cas, tu veux utiliser un jack, un XLR. Ce serait intelligent. Mais ça n'existe pas pour cette raison pratique, c'est que si tu voulais insérer à l'emplacement de là où normalement tu branches ton jack, si tu voulais insérer, tu serais en contact avec les 3 pins de l'XLR et donc tu seras en court-circuit. Donc, Après, moi je dis c'est quand même pas mal, ça te permet d'avoir différents systèmes de monitoring branchés en même temps aussi, quoi. Plutôt que d'avoir à débrancher le câble parce que c'est un câble combo, tu vois. Oui, ça pourrait s'envisager. Mais leur donne pas des idées, s'il te plaît. Non, mais après, tu as d'autres solutions pour ça. Une petite interface qui n'a qu'une sortie en XLR, ou enfin une paire de sorties en XLR ou une paire de sorties en jack, avoir les deux, ce serait pas idiot. L'autre raison, souviens-toi, Asmod, c'est une explication qui avait été donnée pour le Zoom F6, le pourquoi il n'était pas en combo jack en entrée, c'était parce que, évidemment, sur un châssis, une prise XLR, elle fait peut-être 1 cm, 1,5 cm d'épaisseur, mais avec un jack, elle rentre de 2 ou 3 cm à l'intérieur. Donc pour gagner de la place, ils avaient décidé d'utiliser que des connecteurs XLR et pas des jacks qui vont plus loin et donc du coup qui nécessitaient un boîtier plus grand. C'est une autre raison possible, mais bon là c'est pas vraiment ça. La vraie raison, c'est que c'est pas possible, c'est pas physiquement possible. Ouais, il y a ça. Et moi, il y a une remarque que je voulais faire à ce propos-là, c'est que souvent, on associe le connecteur au type de signal véhiculé. Et moi, ça me saoule, mais grave. Ah oui. C'est-à-dire, pour moi, un connecteur, c'est un connecteur. Le type de signal qui est véhiculé dessus, c'est autre chose. Si c'est du ligne, du micro, pour moi, c'est normalement indépendant. Or, aujourd'hui, sur les cartes son, quand tu branches un XLR, on considère que ce que tu rentres comme type de signal, c'est du signal micro. Ça veut dire du signal de l'ordre de quelques millivolts ou de dixièmes de volts. Millivolts. Alors que quand tu es en niveau ligne, tu es plutôt sur un niveau de l'ordre du volt, on va dire. Donc il y a une différence d'énergie très importante et de tension très importante. Et du coup, c'est pas géré de la même manière par le préampli qui est derrière. Tout à fait. Donc en entrée, ça c'est relativement bien géré. Tu branches un jack, c'est soit un jack instrument avec haute impédance comme une guitare, soit c'est un synthétiseur. Bon voilà, la carte son elle le gère parce que c'est 99% des gens ils font exactement que ça. Ils branchent soit une guitare, soit un synthé dans les entrées lignes. Et quand ils branchent une entrée, un connecteur, un câble XLR, c'est parce qu'ils ont un micro. Mais moi, j'ai des synthés qui sortent en XLR. En XLR, ouais. Tu vois ? Et quand je sors un synthé en XLR... on peut avoir des micros qui sortent en jack. Mais complètement. On peut avoir des micros qui sortent en jack. J'ai des anciens micros qui sortent en jack, et effectivement... Alors, il y a de plus en plus d'interfaces qui, effectivement, font cette distinction très arbitraire en disant XLR égale entrée... XLR égale micro, jack égale ligne. Jack égale ligne, point. Mais il y a des interfaces, et je crois que ma Focusrite, si je ne m'abuse, me permet de choisir dans l'interface. Tu vois, alors autant sur les entrées, bon, ok, mais alors, les sorties, c'est chiant. Enfin, voilà, moi je vois, par exemple, ma console. Elle a des sorties Flex Mix, donc je peux faire des sous-mix et puis les mettre ensuite, les rentrer dans autre chose. Ça sort en XLR, donc ça sort au niveau ligne en XLR. Si j'ai pas un câble XLR jack pour rentrer dans une autre carte son, ça marche pas. Elle pige pas, Elle comprend pas la carte son, donc ça sature à mort. Parce que tu rentres ça en XLR, tu rentres dans le préampli, tu satures ta mère, donc ça... Et même si tu es tout en bas, c'est très difficile, quoi. Oui. Effectivement, la plupart des cartes son récentes, elles ont fait ce choix arbitraire. Au lieu de te proposer une vraie option, c'est pas compliqué à faire, elles te propose plus, ça n'existe plus. C'est nul, tu as tout à fait raison, c'est nul. J'ai un synthé qui sort en XLR, vous voyez, il est derrière moi là. Peut-être que vous le voyez, non ? Je sais pas si vous le voyez. Oui, vous le reconnaissez ou pas ?
Vous le reconnaissez? C'est le petit nouveau. C'est un peu loin là. C'est un peu loin. Cette forme-là, ça te parle ou pas? Non? Non. Non? C'est un Harp Odyssey. Bon. Harp Odyssey. Yes! Ah bah oui, j'avais raison. Voilà, pour ceux qui se demandaient quel était le synthé qui allait arriver. C'est un Harp Odyssey. Ah, je suis heureux. Ça m'a fait du bien de l'avoir, ce synthé. Super. Bon, bah merci pour la question. En tout cas, la question de passif-agressif, c'est une super question. On n'a pas fini parce qu'il y a encore des trucs. Et oui, désolé, il y a encore des trucs. Un truc rigolo que j'ai vu il y a quelques jours, c'est ça. Encore Berry qui nous parle d'un nouveau prototype de VCS3 EMS. Donc ça c'est cool, hein. Ça peut être sympa, un petit VCS3, machine C'est pour popularisée jouer à par Space Invaders, ça. Pink Floyd, Ouais, voilà, Pink Floyd. surtout Pink Floyd. Hein. Il me semble que c'est avec ça qu'ils ont fait On The Run, vous savez, c'est cette petite séquence qui est au... Parce que toute petite séquence qui l'accélère, Je le fais super bien à la bouche, mais voilà. C'est exactement ça. Performance de ce type-là dans le Wave State. Ouais, il y a une perf de ce type-là dans le Wave State qui s'appelle d'ailleurs On The Run. Ouais. Voilà, machine utilisée par plein d'artistes, globalement. Jean-Michel Jarre, on me dit dans le chat, effectivement. Pour Oxygène, j'imagine, Equinox. Toutes ces choses. Jarre l'utilise toujours, ouais. Jarre, il utilise tout. Donc, c'est normal. On prend pas beaucoup de risques à dire est-ce que Jean-Michel Jarre l'utilise? Oui. Tout ce qui se rapproche de près ou de loin d'un synthétiseur, a priori, Jean-Michel Jarre l'utilise. Voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et alors, ils nous disent quoi? Ils nous disent que c'est un proto. Alors, évidemment, comme tous les protos, il va falloir attendre un peu. Mais ils disent within this year. Ça veut dire dans l'année. It will ship within this year. Pas trop de risques. Voilà. Ouais, enfin, quand même. Quand Ah tu non, vois... attends, ship, c'est pas pareil qu'il sera prêt, hein. Ça veut dire ship, livraison ça dans veut dire l'année. tu l'envoies. Ça veut dire qu'il est prêt depuis pas mal de temps déjà, s'il ship dans l'année quand même. Il faut que la production elle soit derrière. Donc, Là, ils ont juste un proto. C'est ambitieux, hein. C'est ambitieux. Donc, quand tu vois par rapport, par exemple, au Korg Polysix, dont on entend parler depuis des lustres, qui est toujours pas là, la RD 909, ça fait 2 ans, est toujours pas là. Là, il nous arrive avec le VCS3 en nous disant c'est dans l'année. Why not? Peut-être que c'est moins compliqué, je sais pas, hein, mais en tout cas, c'est rigolo. Alors, des machines de ce type-là, je crois qu'Eric Hassint en a fait une version aussi avec je sais plus exactement comment ça s'appelle. Chez Eric Hassint, ils ont un truc sympa qui rappelle le VCS3, mais qui est plus moderne. Ça, j'imagine que ça va être une recréation à l'identique, quasiment à l'identique. Possiblement, évidemment, avec de l'USB. Hein, ils ont montré une petite photographie de l'arrière du truc avec de l'USB, du contreplaqué MIDI. de boulot sur l'arrière. Ouais, c'est vrai. Tu t'y connais en bois, toi, non? Voilà, ça c'est la face arrière. Bref, je vous laisse flasher et fantasmer sur ce nouveau VCS3 Behringer. Bon, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. J'ai dit souvent, j'aime bien le côté reissue des anciens synthés parce que évidemment on peut plus les procurer, donc c'est plutôt très très cool. Ok, allez, autre chose. Autre truc sympathique. Vous connaissez Kurzweil? Regardez. Non, c'est quoi? C'est une marque de piano numérique Un monospace. et synthétiseur, sampler. C'est très connu pour le sampling, le Kurzweil K2000. Donc là, on a un K2700 Workstation. Donc voilà, c'est cette chose qui est assez imposante. Donc c'est le grand retour de Kurzweil. Donc ça fait plaisir parce que le Kurzweil, c'était quand même une sacrée bestiole. Gros sampler, vraiment très cool. Donc voilà. Avec leur synthèse à eux qui s'appelle la synthèse VAST. 256 voix de VAST polyphonie, 4 Giga 5 de Factory Sound, hein, puisque c'est du sampling, hein, c'est une librairie de samples, avec 700 combis, 13 instruments. Bref, ça a l'air très cool. Je sais pas si on peut l'écouter. Probablement qu'on peut l'écouter, mais j'ai pas eu le temps de tout préparer tout bien comme il faut. Mais je vous montre les images. Voilà, donc c'est un K2700. Avec un clavier 88 notes, un petit écran, 256 watts de polyphonie, je l'ai déjà dit, il est multitimbral 16 voix, voilà, avec leur
moteur de synthèse vaste, comme j'ai dit. Voilà, plein de choses. Je vous laisse découvrir, mais intéressant de voir qu'il a aussi Il y a l'aftertouch. Coyote qui dit ouais, mais il sample pas, c'est ballot. Bah non, il sample pas. C'est-à-dire que c'est un sampleur, mais il faut que tu lui charges des librairies. Donc si tu veux sampler, bah tu peux pas. C'est dommage. Ah, effectivement, c'est ballot. Ça, c'est bon. Après, tu peux sampler avec autre chose, ta carte son, je sais Oui, pas. bah, tu peux te débrouiller. J'imagine, hein, je sais pas, j'ai pas été dans le détail, peut-être qu'on peut pas, mais voilà. Allez, des photographies, s'il vous plaît, parce que c'est quand même cool. Donc, on peut voir qu'il y a des faders, des potards, des boutons. Je trouve l'écran un peu petit. En bas, j'ai l'impression que c'est un contrôleur à ruban, hein, assez large. C'est la mode en ce moment, hein. Il y en a un sur le l'hydrasynth, il y en a un sur le polybrut, et là, il y en a un sur le K2700. Le CS80 d'Yamaha à l'époque avait rendu ce type de contrôleur assez populaire. Ricky Couillot nous demande c'est quoi l'aftertouch? Très bonne question. Je pense que notre communauté va te répondre. Surtout sur l'aftertouch polyphonique. Voilà. Ouais. C'est- Allez-y, les copains et les copines. Allez-y, expliquez. expliquez-lui. Mais c'est important d'avoir l'aftertouch sur un clavier de nos jours. Ouais. Ok. D'autres photographies. Regardez. Zzz. C'est beau. Voilà. Il y a au moins 88 touches là-dessus. Il y a 88 touches, ouais. Voilà. Alors là, quand je regarde le côté, je vois cette espèce de plaquage de bois. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, vu non, que c'est du bois. C'est pas du bois. C'est pas du bois, ça. hein. Ouais, c'est bien ce qui me Non, non, semblait. c'est de Ça la ressemble résine. pas à du bois, ça. C'est étrange. Je sais pas. Mais par contre, pour le transporter, c'est intelligent. Ça évite que ça glisse. Ouais, que ouais. ça se ouais. casse la gueule. Voilà. Exactement. Alors, multitimbral 16 voix, mais pas beaucoup de sorties, comme vous pouvez voir. Donc, et là, regardez, il a des sorties. Regardez, vous avez vu ou pas? Ouais, j'ai vu des combos, ouais. Combo XLR Jack. Mais c'est pas des sorties, du coup, c'est des entrées. Ah oui, c'est des entrées? Ah merde. Je dis Ouais. n'importe quoi. On vient de dire qu'on pouvait pas avoir de sortie. Mais oui, il y t'as a des raison. combos. Évidemment. Comment c'est possible? Oh, zut alors. Oh, je dis une bêtise. Ah, c'est peut-être pour des Pro- prises d'expression, un truc comme ça. Probablement Non, dit bizarre. une bêtise. Poup, 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 poup. Je ne sais pas. Voilà, c'est officiel. Audio input. Regardez. Ah ouais, audio input. Ouais. 1/4 de pouce XLR jack, accepting line instrument. Bah, peut-être qu'on va pouvoir sampler finalement. Non, effectivement, les sorties sont stéréo audio in-out aussi sur USB. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sortie? On a d'autres sorties, j'espère, quand même. Analog output. 4 paires de jack, enfin 2 Les paires de sorties jack sont au terrestres. format jack 3 points symétrique. Entrée avec Alim Phantom, la classe. Ouais. 24 kilos. Ouais, bah ça pèse, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des poignées sur les côtés. C'est pour ça qu'il y a des poignées. Voilà. Il y a Une des imitation sorties, il y a des brouillée. sorties. C'est pas que pour les casques. Entrée avec Alim Phantom. Voilà, donc ça c'était le K2700. Applaudissements. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Est-ce qu'on À a moi. l'info? Est-ce qu'on a l'info? Allô? Allô la planète? Avez-vous l'info? J'ai pas l'info. C'est la magie du NAM, j'ai pas l'info. Mais j'ai encore une autre news. Je pense que je peux partager avec vous avant Pas de de prix terminer. annoncé. Pas de prix annoncé, voilà. Je suis allé chez mon ami Tom de chez Synth Anatomy qui m'a dit que le Moog Model 15 est maintenant une application universelle pour iOS et macOS. Et ça, c'est sympa. Vous allez me dire que c'est pas une grosse machine, un gros synthé, mais c'est sympa dans la mesure où c'est une appli qui peut tourner maintenant sur votre Mac M1 ou M1. Donc, puisque c'est des Macs qui maintenant acceptent les applications iOS. Voilà. Et le Model 15, c'est une application qui est vraiment très cool, qui vraiment permet de récupérer le feeling du Moog Model 15 d'origine, avec les câblages, tout ça. C'est le Moog modulaire. Hein. Vous voyez, donc et ça sonne d'enfer. Donc voilà, pas mal sympa. Si vous êtes là-dedans. On peut aussi écouter, j'imagine, les Factory Sound. Oui. Il est sur tous les bons plans, hein, Tom de Synth Anatomy. J'avance. Encore. Ouf. Ouf.
plus, il y a cette interface clavier là, vous voyez en bas, pour ceux qui regardent sur YouTube, vous avez une petite interface qui rappelle des claviers capacitifs là, comme ça, où vous pouvez utiliser. Ouais, un peu comme un micro-fric. Vous pouvez utiliser la position de votre doigt pour faire modifier. Volca. Pardon ? Volca, ça fait penser au Volca. Ça fait penser au Volca, mais sur le Volca, t'as pas vraiment cette fonction. T'as pas la longueur. Les touches sont petites. Mais effectivement, ça fait penser au Volca. Voilà, bref. Nouvelle appli. Sympa ou pas sympa? C'était bien, non? Pas mal. Elle était bien cette émission. Il y a beaucoup de synthé quand même. Mais il y a des cartes son aussi, je crois. Non? Non, il y a eu des sondiers variés, il y a eu des micros, donc non, ça va. Si, il y a une autre carte son. Il y a une carte son. Regarde. Tu connais Antelope Audio? Oui, bien sûr. Ouais, tu connais Antelope Audio. Donc, C'est répété, Zengo Antelope. Synergy Core. Voilà, une carte son d'Antelope Audio. Donc, Antelope Audio, pour info, c'est quand même une gamme, normalement, de produits qui est voilà, assez... un peu chicos, ouais. Un peu chicos, Très ouais, bien. exactement. Donc, Ils 4 sont fois... très réputés pour la stabilité de leur horloge. Donc là, la Synergy Core, qu'est-ce que c'est? Regardons ses key features. Donc 127 dB de headroom. Donc c'est pas mal. 24 bits 192 kHz. Voilà. Bon, après, ils ont un machin pour le management du jitter et tout ça. Donc leur techno propriétaire pour faire que ce soit stable. Ils sont très fort pour ça. Voilà. Ensuite, 2 discrètes ultra linéaires préamp avec 65 dB de gain. Ça aussi, c'est pas mal. Plutôt pas mal, ouais. Voilà, qui fonctionne sur mic, line et haute impédance, sur des combos XLR, puisque ça, c'est important les combos XLR. Avec le choix, lorsque tu rentres dedans. Je sais pas. Ça, mais tu dois le savoir, parce que là, c'est la question ultime. C'est la question ultime, je sais pas. Ça fonctionne sur USB-C et ça peut véhiculer 8 input-output. Voilà. Il y a un deuxième port USB-C pour le reverse charging. Alors ça, c'est rigolo comme fonction. J'imagine que ça doit... Pour charger ton téléphone voilà, j'imagine. à partir de l'appareil. C'est-à-dire qu'un déport de ton port USB. On peut l'étendre avec du SPDIF, donc du numérique. Mais ça, par contre, c'est bizarre. C'est qu'ils aient choisi le SPDIF et pas la date. Ouais. Bah, peut-être il y a une licence, tu sais. Ouais, ça coûte cher et tout ça. Analog Monitor Output, donc ça, c'est pour mettre vos enceintes avec une sortie stéréo RCA et une TRS, donc qui sont mirrorées. Ouais. 2 sorties casque avec des gains séparés. Donc c'est bien si vous êtes avec quelqu'un pour faire un mix la nuit et que vous voulez pas vous exploser tous les deux les oreilles. Voilà, donc il y a, bon, après je vais pas faire tout le détail, mais il y a plein de fonctions, plein d'effets. Donc Synergy Core, ce que je comprends, c'est que on va avoir de quoi mettre des effets dans la carte son. Donc ça veut dire que la carte va intégrer un DSP, si je comprends bien. DSP, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Real-Time FX. Donc on va avoir un même système que un peu le Universal Audio, hein, vous savez, avec leur carte son. Donc les cartes son du même type que celle-ci, mais qui sont d'une autre marque, quoi. Et là, donc, on a des plugins qui sont gratuits, qu'on peut charger. Voilà, donc Stay Levin, ça c'est un compresseur, un accordeur de guitare, un noise gate, un expander. Vous voyez, vous en avez plusieurs, des plugins gratuits, mais vous avez aussi des plugins payants. Alors je ne sais pas, j'ai pas été assez loin pour regarder combien on pouvait charger de plugins. Si c'est comme dans Universal Audio, j'imagine que la gamme de la carte doit définir le nombre de plugins que vous pouvez charger. En tout cas, un point intéressant là dans la liste. Il y a des plugins Oxford, je vois des plugins. Voilà, Yves. un point intéressant, c'est qu'on a quand même des marques assez prestigieuses. En tout cas, au niveau du look, ça ressemble. Par contre, ça a l'air, on voit pas les marques. S'il y a le BAE là, si c'est 10, pas 23, annoncé, ouais. tu vois. BAE, donc ça doit être, on va dire, avec une collab c'est des BAE. consoles que tu trouves. Mais ouais. BAE, c'est déjà des clones de Nive. De Nive, ouais. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas pu s'offrir Nive, je pense. Ça, vous voyez, par exemple, c'est du SSL. Ceux-là, là. Ceux qu'on voit avec ce look, là, c'est SSL. Mais on ne voit pas le terme SSL. Ouais, ok. Ouais, mais c'est comme sur Guitar Rig, etc. Tu Ouais. vois, ils n'ont pas la licence de l'ampli. Ouais, mais donc, si tu as la licence, tu l'annonces.
Si tu as la licence, tu as quelque part un peu la garantie que ça va être que ça va Validé. sonner comme le vrai, quoi. Mm. Quelque part. Enfin, je dis ça, peut-être pas, mais en tout cas là tu l'as pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc la Zengo Cher. Synergy Core, une On a une carte idée du son prix qu'elle est belle. Alors une idée du prix, tu me prends toujours, tu vois, tu me prends Non, toujours je à te pose rebours. juste la question, tu sais pas. Non, je vois bien que je ne sais pas. Je ne sais pas combien ça coûte. C'est le NAM, on donne pas les prix. Pas d'histoire d'argent Ok. entre nous, d'accord? Ok. Euh, J'ai quand c'est même trop tôt. étonné C'est trop tôt par, pour le parler choix d'argent. du SPDIF. Trop tôt pour parler d'argent. Alors, je pense que je vais avoir le prix, parce qu'en fait, je viens de trouver le prix. Ah, Ça vaut y est, 499 €. Deux préampes, 499 €. Ouais, on est dans le haut de gamme quand même. Hein. Et c'est bus powered. Tu vois? Ouais, mais on s'en fout ça. Oui. Non, mais d'accord. J'adore. C'est pas ça qui va changer notre vie. Voilà. C'est pas ça qui va. Non. Mais alors, on a. Donc, c'est ça. C'est cette partie un peu DSP là qui a l'air intéressante. Avec le DSP, oui, effectivement, du coup, ça justifie d'être plus cher. Ouais, ok. Il n'y en a pas beaucoup des cartes abordables avec DSP. Tascam en fait. Je me demande si Presonus en fait aussi, non? Je me trompe? Je sais pas. Je me souviens plus. Mais Je me Steinberg en souviens fait. plus. Tu sais que la petite Steinberg, là, Elle a des DSP, la UR22, elle a un DSP à l'intérieur. D'accord. Ok. Alors tu mets pas grand chose et t'as pas des super effets comme sur les Universal Ok. Audio et tout ça, mais t'as des effets. Donc t'as un petit DSP, tu peux mettre une petite reverb, un petit compresseur, bah voilà, c'est Puis, plutôt pas a mal. priori, ils n'ont pas de souci pour avoir la licence VST. A priori, ils ont pas de souci pour avoir la licence VST. Voilà. Donc c'est la Zencore Synergy, Zengo Synergy Core de Antelope Audio. On me dit Motu, UAD, oui, bon, bien sûr. Motu, il y en a plein en fait, hein, mais il y en a de plus en plus. Disons, ce qui fait la différence entre une carte son qui en a une et qui en a pas, bah, c'est qu'on peut mettre des effets dans la carte son. Après, très concrètement, très concrètement, Pour du live, peut-être. quand est-ce que c'est utile? Vraiment. C'est ça, ouais. Alors, quand on a une plateforme comme une grosse Universal Audio dans laquelle on peut charger des tas de plugins qui Oui, ont ouais, je sais pas. une interface de contrôle à l'intérieur de la DAW en mode VST, Mhm. ok, c'est utile. Si on n'a pas ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas hyper pratique parce qu'on peut pas le sauvegarder avec son projet. Et du coup, oui. voilà, Ouais, c'est là qu'il faut être assez vigilant. Normalement, les cartes son de ce type viennent avec des plugins qui parlent directement au DSP, ce qui fait qu'en fait, on a comme un plugin, mais en fait, on configure le DSP au travers du plugin. Donc, on peut sauvegarder dans le projet. Donc, vous mettez par exemple un réglage de reverb, un réglage de compresseur, un réglage de n'importe lequel des effets que vous avez dans le DSP, et il est sauvé avec le projet. Mais toutes les cartes ne le font pas. Donc, voilà, je dis juste ça comme ça. Là, celle-là, je sais pas. Ah ouais, donc si t'as pas ton... Ouais. Écoute, c'est pour ça que tu pourrais pas... Bah, c'est-à-dire ouais, que si tu porter dois avec aller dans un- le logiciel de la carte pour aller mettre la reverb sur le truc, tu vois, c'est pas très Ah pratique. ouais, ouais, quoi. c'est pas cher. Moi, Ouais. j'ai souvenir de ma TC électronique, c'était pas super pour ça. Voilà, il Ok. fallait aller dans le logiciel de la carte pour dire je vais utiliser le Pour les compresseur régler sur l'entrée 3. Tu vois. Alors, c'est pratique parce que quand tu le fais une fois puis que tu oublies, le machin il reste. Et puis derrière, tu vois, tu charges Je sais un pas, autre mon projet son, et puis il est tu dis ah, bizarre, ça sonne bizarre. Tu vois. Mais, puis après, voilà. Ok, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission et il va nous rester une petite semaine pour préparer le truc fou, dingue, qu'on est censé vous annoncer la semaine prochaine, mais ça sera un truc pour Ce vous. sera sur quelle plateforme? J'en sais rien. N'oubliez pas, parce que vous n'avez pas pu aller sur YouTube ce soir, le YouTube est toujours ouvert. Si vous voulez donner 1 euro ou 2, vous pouvez, via le chat YouTube. Comme Toto la France. Voilà, comme Toto la France l'a fait tout à l'heure. Vous qui êtes sur Twitch, si vous voulez nous montrer votre reconnaissance, vous pouvez aussi aller sur Tipeee, nous donner 1 euro ou 2, c'est assez facile. Sinon, vous pouvez aussi nous faire des petits coucous et nous mettre des likes parce que ça nous fait du bien. Vous pouvez relayer, vous pouvez annoncer qu'il va y avoir une 200e, Exactement. un numéro 200. Et ça va être fou, hein. Je pense que voilà, pour les auditeurs des sondiers, les spectateurs des sondiers, je pense que ça va être une émission très très cool. Voilà, qu'il ne faudra pas manquer. Si YouTube veut bien qu'on la stream.
Ça, c'est encore un autre problème. Streamer en double, juste pour être sûr. Exactement, on streamera dans tous les sens. Ok, allez, je vais vous faire des bisous à tous, parce que c'est l'heure, malheureusement. Je suis désolé de vous dire ça, mais regardez, on va se mettre dans cette vue-là qui est magnifique, que j'aime beaucoup. C'est nous, regardez. Ah, c'est nous. Et on va vous dire bonne nuit. Moi, j'y suis pas. Pourquoi Ciao. j'y suis pas? Ah bah ouais, je suis là. Parce que tu affiches C'est pas possible, tu peux pas. parce que Regardez. t'affiches la mosaïque. D'accord. Alors, au revoir. Au revoir. Allez, ciao. Ciao, 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 ciao.